Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Feuille de Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix Dezomer, je suis réalisatrice, technicienne dans le milieu du cinéma et je suis également votre humble servante. Enfin bon, grosso modo, je suis la créatrice de ce podcast et en fait, je fais tout dans cette maison. Donc, de l'enregistrement à la publication, je me dépatouille comme je peux, ce qui fait que parfois, on a des qualités d'épisode un peu moins bien que ce que je voudrais. Comme par exemple l'épisode d'aujourd'hui que nous avons enregistré dans un espace de coworking pas super bien isolé. Donc on entend de temps à autre ce qui se passait autour de nous. J'espère que ça vous rebutera pas dans votre écoute de cette conversation absolument passionnante que j'ai adoré avoir avec mon invité du jour, Charles Jodoin-Keaton. Charles est un script, et ce depuis une quinzaine d'années, ce qui en fait depuis le début de ce podcast la personne avec le plus d'expérience avec laquelle j'ai pu discuter. Ce qui explique aussi que ce soit à ce jour l'épisode le plus long du podcast, parce qu'évidemment, il y avait plein de choses à dire. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps que ça, et je vous laisse écouter Charles parler de son métier et de son parcours qu'on pourrait qualifier finalement de transatlantique. Bonne écoute! Bonjour Charles. Bonjour Alix. Comment ça va? Ça va bien, un peu sonné de notre semaine de tournage, Ouais. mais voilà, c'est le week-end quand même, donc en forme et ouais, content de te rencontrer. Moi aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai que on se connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on se En fait, rencontre. Je crois que t'es la première personne que j'interviewe que je ne connais pas du tout. en fait, pour nos auditeurs, on s'est rencontrés il y a à peine 5 minutes. Voilà. En personne, on s'est parlé oui, voilà. quand même, on s'est parlé. On s'est parlé avant, mais oui, parce que en fait, pour la petite histoire, j'étais à la recherche d'un script à interroger pour ce podcast, et donc je t'ai trouvé via la Bible 50-50, sur laquelle t'es inscrit. Oui. Et bon, je sais pas, ton nom m'a semblé Et est-ce que je peux te demander si tu cherchais un script au masculin en particulier J'étais contente de tomber sur un script au masculin. D'accord. Okay. J'essaie de... En fait, le but de ce podcast, c'est un petit peu aussi de montrer que les métiers ne sont pas genrés et que, on trouve du monde de tout horizon et de toute origine et de tout genre dans tous les métiers. Et c'est aussi... essayer de montrer vraiment la pluralité et la diversité de tous les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, parce que je trouve que, notamment en script qui est quand même connoté féminin en général, ou alors on parlait tout à l'heure des ingé-sons qui sont quand même généralement masculins, etc. Donc juste de montrer que si on a envie de faire un métier, il ne faut pas s'attarder sur « Ah, mais il n'y a que des femmes » ou « Ah, il n'y a que des hommes qui le font ». Donc voilà, pour moi, j'étais contente de pouvoir trouver un script masculin. Donc voilà. Oui. Ça fait longtemps qu'on me la pose cette question, parce que je suis en France depuis 15 ans, et il n'y a pas encore beaucoup de scripts au masculin, ça arrive lentement, mais c'est une question intéressante. Ouais. Du coup, juste pour pouvoir un petit peu recontextualiser, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases ? Eh bien, je m'appelle Charles Jodoin-Keaton, je suis né au Canada, né à Montréal. Je suis arrivé en France en 2005, et c'est en arrivant en France que j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel, dans le cinéma et dans les téléfilms comme script. Donc je venais avec une formation obtenue à Toronto, mais je démarrais mon travail de script en France, qui est maintenant, on aura l'occasion d'en parler, mais je suis parmi les quelques scripts, il n'y en a pas beaucoup qui préfèrent s'appeler superviseur de la continuité. Alors, de temps en temps, je vais utiliser cette appellation, et puis moi je ne suis pas non plus à cheval. On peut évidemment parler de script, parce que c'est appelé script en France, donc voilà. Parce que ça s'appelle pas script Non, il n'y a qu'en France qu'on appelle script, ce qui peut porter à confusion quand on connaît un peu l'anglais, et qu'en plus en français on peut importer le mot script pour parler du scénario. Oui, exact. Et comme on n'est pas scénariste,
même si on travaille au plus proche du scénario, Mhm. on n'est pas scénariste, donc ça peut porter à confusion, mais c'est moins pour la confusion, parce que c'est vite compris en France que pour moi, la connotation que ça... C'est-à-dire que c'est une appellation pour moi qui ouvre à des connotations. C'est pas Mhm. nécessairement le cas, mais Oui, je préfère oui. m'en départir Ouais. complètement avec quelque chose qui sonne de manière un peu plus technique, mais d'assumer cette, euh, cette spécialisation explicitée comme Ouais. telle dans le terme, de l'assumer complètement. Sur quel genre de production tu travailles? Il m'est arrivé de travailler sur à peu près un peu de tout. Quand j'ai commencé, ça a été pour un réalisateur français et sur deux téléfilms de ce réalisateur qui s'appelle Laurent Firode, que j'ai rencontré à Montréal. C'est un peu cette rencontre-là qui m'a ouvert la porte ici en France, puisque j'étais assistant personnel depuis déjà 4 ans sur diverses productions américaines, surtout, des gros tournages à Montréal, et il y en a plusieurs. Et Mhm. un jour, Laurent est venu réaliser son premier film en anglais, et pour l'assister avec l'anglais, on m'a embauché pour un peu pour l'épauler sur le plateau en anglais. Mhm. Mais c'est la rencontre de la script supervisor Oui. sur ce Mhm. film-là qui m'a ouvert au métier, et la proposition de Laurent Firode, à qui j'avais exprimé le souhait de revenir en Europe, enfin le souhait de m'installer en Europe, Mhm. après y avoir étudié et vécu un peu quand j'étais étudiant, d'être son script si je le voulais. Voilà. Ouais. Donc, en arrivant en France, j'ai commencé à travailler sur des téléfilms, deux téléfilms de Laurent, et petit à petit, en long métrage, le fait d'être anglophone, donc je suis bilingue, je suis francophone et anglophone, bilingue, m'a placé sur des projets anglophones assez rapidement. D'accord. C'est aussi la rencontre des scripts associés, parce que en arrivant, je pense que d'être un homme script Oui. dès la première année, quand on a entendu parler de ce phénomène Mm. en France, Ça a été un... et ben on a vite fait de me contacter Oui. et de me présenter à l'association Les Scripts Associés, qui aujourd'hui rassemble un peu plus de 80 scripts, ce qui correspond un peu moins de la moitié, je pense, des scripts en France. Et moi, j'en fais partie depuis 2005, en fait. Mm. Et des rencontres au sein de cette association m'a ouvert m'a ouvert un réseau, on va dire. J'ai Ouais. j'ai commencé à créer un petit réseau. Et de là, j'ai travaillé sur des longs métrages. Donc, j'ai fait Deux D'accord. jours à Paris de Julie Delpy, qui est un film en français et en anglais qui jouait beaucoup sur les Mhm. clichés culturels franco-américains. Et à partir de là, ben voilà, ça s'est un peu développé. Et aujourd'hui, avec les plateformes, forcément, je fais maintenant, je pense que la grosse partie, on va dire les 2 tiers de mes projets sont des séries pour Netflix, pour Disney+, pour Mm. Amazon, ça dépend Qui viennent faire des choses des projets. en France. Parce que j'ai vu que tu avais travaillé sur The Good Place, donc sur Alors ça, leurs épisodes c'est en encore autre Europe. chose. The Good Place, c'est pour un réseau américain. C'était pour NBC, je pense. Alors je sais que Oui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Netflix a depuis acheté les droits Ouais, de The Good Place, mais d'accord. pour la saison finale, et d'ailleurs l'épisode final de la série, Mm. toujours pour NBC, et ça peut arriver aussi qu'il y a des tournages qui sont vraiment étrangers, c'est-à-dire pour une chaîne ou un réseau, ou même une plateforme Netflix, mais US, Oui, qui peuvent venir en France tourner souvent sur des décors assez emblématiques de ouais, Paris. Là, oui. on était à Paris et à Athènes. Et puis ça, c'était un tournage ouais, assez rigolo. Ouais, C'est une super série. ouais, j'adore. Ah oui, c'était chouette, ouais. 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 Oh, ça devait être chouette, ouais. Et du coup, donc tu travailles à la fois sur... Parce que toi, ton réseau, tu l'as fait en France, etc. Même si tu as des connexions avec ben, les Amériques, Mhm. avec l'Amérique, etc. Donc, comment, par exemple, tu t'es retrouvé sur The Good Place, qui, du coup, n'est pas lié forcément à ton réseau de... Alors, le réseau, on va dire, si on parle le Hmm. milieu du cinéma, de la télévision, des plateformes en France, est composé d'une mosaïque de boîtes de production. Ouais. Et chaque boîte de production va aller produire du contenu pour des réseaux et on va dire des clients différents. Mais il y a
ça n'en est pas moins le réseau en France, Mhm. puisque quand une série comme Hannibal, j'avais travaillé sur Hannibal Mhm. aussi, The Good Place, là c'est vraiment soit des tournages des films ou des séries qui viennent de Qui viennent l'étranger d'ailleurs, ouais. en Mhm. France, Mhm. vont faire appel à une boîte de production, un fournisseur de services, on Ah va oui, dire. d'accord. Et si cette équipe cherche à employer, à embaucher des membres de l'équipe sur place, c'est cette boîte de production Qui va qu'on peut faire le connaître, lien. dont on peut connaître des producteurs qui sont... Hmm. Donc ça fait partie un peu de mon réseau. D'accord. C'est les entreprises, les boîtes de production qui accueillent Ouais. des tournages venus de D'accord. l'étranger. Et ça, c'est encore différent de, de coproduction ou au niveau du contenu, même au niveau du scénario. Il peut y avoir des projets scénarisés ici en anglais. Hmm. Oui. Voilà. Hmm. Mais il y a différentes déclinaisons, on va Ouais. dire, qui fait qu'on peut être amené à parler autre que le français Mhm. sur un plateau, en fait. Ouais. Ou même des projets qui ne sont pas du tout américains, anglais, britanniques, sur lesquels on parle l'anglais pour travailler ensemble, avec des Oui. Allemands, avec Oui, oui. donc, Ok. des Européens, voilà. Ouais. Hmm. C'est chouette parce que ça permet de... Ah ben c'est sûr que si on a une deuxième langue, cette deuxième langue, si on parle une deuxième langue, elle va être utile à un moment donné dans ce Hmm. milieu, parce que on change d'employeur à chaque tournage, chaque film, voilà, et donc nos aptitudes, nos capacités, tout ça vont être mis à profit sur des projets, et ça va sûrement s'avérer utile Ouais. d'un jour ou l'autre. Hmm. Ouais, ouais. Et puis c'est bien parce que ça permet de garder... Enfin, bah, de toute façon, de base, on ne fait jamais la même chose tous les jours, mais ça permet d'avoir encore plus bah, du renouveau, quoi, dans les choses Oui, qu'on oui, fait. oui, oui. Bah, c'est à la fois ce que je n'ai pas connu, moi, dans mon parcours, on va dire de grosso modo 15 ans, c'est souvent, en tout cas, c'est les familles du cinéma. Et ça me... Parfois, j'en ai un peu le regret, c'est que j'ai travaillé sur des longs métrages, mais tu sais, il fut une époque où on accompagnait un réalisateur sur plusieurs films, Mhm. et un cinéaste sur plusieurs Oui, films. ouais. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui se fait un peu plus rarement, puisque un film est plus difficile à monter. Il y a encore, heureusement, en France, une tradition de cinéma d'auteur, donc il y a quand même des carrières de réalisateurs, de réalisatrices qui se font sur plusieurs films dans la durée. Mhm. Et ça, c'est une très belle expérience si on peut suivre une même personne sur Ouais, plusieurs ouais. projets. C'est un peu moins le cas parce que les films sont plus fragiles à monter, le financement des longs métrages est plus facile à monter, Mhm. les réalisateurs, les réalisatrices font moins de films, enchaînent Ouais, moins, ouais, ouais. et quelque part, c'est presque normal que sur une période prolongée, euh, le hiatus, la pause entre deux films est longue, qu'un réalisateur, une réalisatrice, qui a peut-être changé de boîte de production, qui a peut-être Ouais, changé de scénariste, ait besoin, a envie de former une nouvelle équipe aussi. ouais. Mhm. Donc il y a toutes ces raisons-là qui font que c'est de plus en plus rare, on va dire, de suivre une même personne sur plusieurs Ouais. projets. Et aussi, et après, il y a tout le phénomène des plateformes qui vient un peu chambouler tout ça, parce que le réalisateur de séries télévisuelles, mais aussi, surtout sur les plateformes, est un peu plus technicien, on va dire, est un Ouais. peu moins sollicité pour Son œil, écrire, sa pour patte, signer sa ouais. patte et tout ça. Mhm. Donc forcément, la position du réalisateur est plus fragile, on va dire. Ce qui peut la rendre intéressante aussi, cette position, pour un superviseur de la Ah quantité, oui, pour un oui. script. D'autant plus que si les réalisateurs changent sur Au une même cours du... série, Ouais. il faut un peu assurer une continuité. On devient un peu un fil d'Ariane, si on veut, Mhm. sur ces séries-là, ce qui n'est pas inintéressant. Mais la position du réalisateur est plus fragile. Ouais. On va remonter un petit peu dans le fil de la discussion parce qu'on a déjà dérivé sur d'autres sujets, mais c'est C'est très bien, parfait. il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais expliquer concrètement en quoi consiste ton métier? Eh ben, j'ai préparé deux définitions du métier parce enfin, une citation plutôt et une définition, s'il en est, de Mhm. définir un poste. Mhm. La citation est celle de Xavier Dolan et la définition, si on peut l'appeler comme ça, est celle qu'on retrouve dans la convention collective du Mhm. cinéma. Alors Xavier Dolan, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sensible aux aspects plus poétiques, plus lyriques, plus latins du jeu, de l'émotion, virgule, la script
est aussi quelqu'un qui a des considérations techniques, la durée, l'efficacité, le fil narratif de l'histoire. C'est la personne dont je sollicite l'opinion le premier. Ok. Et oui, donc la script, voilà, donc Ouais. il a genré, parce que sûrement que sa script est une femme et que, voilà, mais dans sa définition qui est genrée est intéressante aussi, Ouais. puisqu'on parle d'à la fois le côté sensibilité et technique, c'est un peu des deux. Et dans la convention collective, euh, il n'y a pas d'article, il n'y a ni le, là, c'est juste script. Ouais. Voilà, point. Collaborateur direct technique et artistique du réalisateur, responsable de la continuité, il veille à sa bonne mise en œuvre auprès des différents départements pendant la préparation et le tournage du film. Il suit le minutage et fait le lien entre le montage et la direction de production. Alors, je trouve que les deux définitions sont intéressantes. Moi, personnellement, je rejoins à peu près tout ce qui s'est dit. Je pense que chaque script, chaque superviseur de la continuité y apporte quelque chose de personnel aussi. Il y a à la fois une écoute et une participation directe à la mise en scène dans les échanges qu'on peut avoir avec le réalisateur ou la réalisatrice, qui fait que même si nos fenêtres de tir sont très petites, elles sont très pertinentes dans ce qu'on peut exprimer comme opinion. On est amené à donner une opinion. On est amené à exprimer un goût, nos goûts, à faire référence à des films. Il y a quelque chose dans l'échange qui est assez riche, mais qui fait partie aussi du travail Ouais. de ce qu'on fait. Quand on a assuré pour toute l'équipe et tous les départements, ça c'est le côté technique, tous les raccords et tous les besoins de l'équipe voilà, ça c'est la première chose qu'on va faire. Et une fois qu'on a bien posé la continuité, qu'on l'a bien transmise et qu'on l'a bien suivi auprès de chaque département, il nous reste cette fenêtre comme ça d'échange avec la mise en scène, au plus proche de la mise en scène, parce que cette fenêtre de tir est souvent les quelques secondes qui précèdent et les quelques secondes qui suivent le tournage d'un plan. Ouais. À l'oreille du réalisateur. J'ai une script, celle qui m'a formé à Toronto. J'évoquais tout à l'heure une formation à Toronto que j'avais suivie. Daniela Sayoni qui appelle des script supervisors des director whisperers. Ah. Voilà. Moi, j'aime beaucoup travailler avec un assistant. C'est pas le cas de toutes les scripts, de tous les scripts. J'attache beaucoup plus d'importance aujourd'hui, avec un peu d'expérience, à cet échange qu'on peut développer et avoir avec le réalisateur et la réalisatrice. Ce qui fait que une bonne partie de la communication, de la transmission des informations qu'on a avec l'équipe peut être assurée par un assistant une fois qu'on l'a bien préparé. Et qu'il y a là aussi un échange très important, très riche pour le métier, celui entre le chef et son assistant, pour former aussi une personne. Ouais. Il y a des formations qui sont maintenant reconnues en France et en Belgique, qui forment les scripts en école nationale. Ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui n'existe à ma connaissance qu'en Europe, enfin, qu'en France et qu'en Belgique. Ouais. On parle de la FEMIS, bien sûr, ici, et on parle de l'INSAS en Belgique. Et en termes de formation continue, dans le privé, on parle aussi du CLCF, qui est une école privée, mais qui forme dans la durée, et non pas que sur un stage ou qu'une formation. Donc il y a des écoles sérieuses qui forment. Mais il y a tout un apprentissage sur le terrain qui est primordial, qui est très très important. Et ça, ce n'est pas en ayant recours aux stagiaires qu'on peut, dans la durée, vraiment accompagner quelqu'un pour monter en tant que chef. Donc il y a cette partie formation qui est très importante. Et puis voilà, ça dégage plus de temps, plus d'échanges avec la mise en scène. Alors le matin, je peux envoyer mon assistant. Je dis mon assistant parce qu'actuellement, je travaille avec un assistant garçon. Ça fait 2 tournages et demi qu'on fait ensemble. Donc j'envoie Thomas aux loges
revoir les raccords de la journée, réviser un peu les séquences où ces séquences se placent dans la continuité avec le maquillage, la coiffure et les costumes. Un travail que je prépare la veille, au soir, mais que lui peut transmettre le matin. Ce qui me permet de participer à la mise en place, aux discussions, soit de découpage, soit les répétitions avec les comédiens. Donc c'est très important d'y être. Mais si on ne veut pas non plus qu'il y ait de surprises sur le plateau après, il faut qu'on s'y être préparé. Donc ça, c'est quelque chose que je peux demander à Thomas de faire. Les photos, dans le numérique, on n'est plus au Polaroid, donc on accumule beaucoup de photos. La gestion des photos, ça c'est une chose que je peux lui demander de faire aussi. Voilà, très important. Parce que juste pour expliciter, la prise de photos, elle se fait pour pouvoir assurer les raccords justement par rapport à tout ce qui va être tourné, et tout ce qui est prévu de tourner. Parce que rien ne se passe comme prévu. On peut déjà décider à l'avance ce que porte un comédien, les accessoires et tout ça, ça fait partie du dépouillement, mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Tout peut changer, il y a la partie accidentelle du tournage aussi, qui ont jamais à l'abri des aléas, que ce soit de temps surtout, de météo, ou simplement, et de jeu, beaucoup aussi, qui font que les choses peuvent changer. Donc il est très important de noter, et de garder en mémoire, et de photographier le costume des comédiens tel qu'il a été tourné. Donc moi je demande toujours, les comédiens c'est moi qui les prends en photo, et on prend en photo un comédien toujours après une première prise, après une deuxième prise, jamais à l'avance, parce que c'est une fois que c'est tourné que ça nous intéresse de raccorder. Voilà, ça c'est pour les photos. Il y a le scénario qu'il faut mettre à jour, les dialogues peuvent changer, les intentions peuvent changer. On est là à la fois pour s'assurer qu'on filme les intentions inscrites dans le scénario, qu'on n'oublie rien d'important, sachant qu'une intention peut changer, un réalisateur, une réalisatrice peut... Alors si on décide de faire autre chose, c'est en connaissance de cause, donc on est là à rappeler, mais aussi à réécrire le scénario pour qu'au montage, ils comprennent la nouvelle intention du réalisateur, pour qu'au montage, ensuite, ils puissent faire cette troisième écriture qui est celle du montage. Donc en fait, on est un peu garant de deux écritures, l'écriture dans le scénario, sur le papier, et l'écriture de la mise en scène qui va revisiter certaines choses pour préparer la troisième écriture finale qui est au montage. Et c'est pour ça que j'aime bien, je préfère, en anglais en tout cas, parler de continuity supervisor, superviseur de la continuité. On peut aussi en anglais entendre dire script supervisor, ce qui est une partie de ce qu'on fait. On ne supervise pas que le scénario, on supervise la cohérence, on assure une continuité. Voilà. Une continuité dans le récit. Et le récit, il commence sur papier, il passe par l'image et il termine au montage. Donc c'est un peu plus global ce qu'on fait que simplement être garant du scénario. Et alors juste pour revenir encore un peu plus en avant, tu as fait une formation. Pour revenir en avant, j'aime beaucoup. Oui, non, c'était en avant dans le temps. Enfin, bref, non, absolument. Je me suis exprimée bizarrement. Mais... Ah, j'adore. Mais toi, là, il faut suivre. Là, mon job de continuité, c'est de t'accompagner là maintenant dans ton flashback. C'était, oui, donc directement après, si c'est le lycée qu'on dit aussi au Québec. Non, le lycée est une institution française, et au Québec, l'équivalent du lycée serait le secondaire. Ah, le secondaire. L'école secondaire, mais première terminale serait un autre, ce serait le cégep. Donc, les 2 années avant la fac, c'est le cégep. Ok, et donc après ça... Tu es directement allé dans une formation pour faire script ? Ah non, alors moi j'ai jamais suivi. Alors pour revenir, d'accord. Non, alors moi j'ai sorti du lycée, on va dire, du cégep, et je suis allé m'inscrire à McGill. McGill est une des 4 universités à Montréal. C'est une des 2 universités anglophones, la plus ancienne. Et à McGill, j'ai fait un Bachelor of Arts, un baccalauréat SR, donc 3 ans d'études
En communication, en cinéma, en philosophie. C'est un programme assez large, en général, en sciences sociales. C'était passionnant. C'était parmi les plus grands cours, les plus grands profs que j'ai rencontrés. C'était vraiment 3 années Mhm. où j'ai beaucoup absorbé, on va dire. J'ai découvert Shakespeare. Et ça, c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a deux parcours de script. Ben, il y a le parcours après le lycée, on sait ce qu'on veut, et moi à ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais faire dans le cinéma, ou même travailler dans le Mhm. cinéma. Et dans ce cas-là, on peut apprendre le métier dans des formations sérieuses, on les a évoquées tout à l'heure, la FEMIS, le CLCF, LSAS, et on commence à travailler assez rapidement, si on se fait un réseau assez rapidement. Il n'empêche que toutes les connaissances générales qu'on va pouvoir absorber et accumuler parascolairement sont aussi importantes que ce qu'on va apprendre Mhm. à l'école. Voilà. Ouais. Et moi, c'était un peu le parcours inhabituel, ou plutôt habituel, puisque je pense que moi, je connais plus de scripts encore aujourd'hui, ça change peut-être, qui se sont formés sur le tas, on va dire. Et Mhm. moi, c'était sur le tas tardivement. Moi, j'ai cette formation à Toronto que j'ai évoquée, que j'ai suivie juste avant de venir en France, j'avais 34 ans quand je l'ai Ah, suivi. d'accord. Donc j'avais tout un parcours avant. Donc voilà, j'ai fait ce diplôme à McGill. Je suis allé ensuite étudier 1 an à Paris. C'est là mon premier contact Avec la France. avec la France. Bon, j'ai été venu comme touriste ado, mais là j'y ai vécu 1 an à Mhm. Paris. C'est à Paris 3. Donc j'ai poursuivi un peu sur la recommandation d'un prof à McGill. J'ai poursuivi des études, on va dire, théorique, historique, esthétique. Moi, ça m'a passionné. Et puis, c'était d'être à Paris aussi. C'était un super voyage. Et après, je suis resté en Europe. J'ai vécu 3 ans à Prague. Et donc là, j'avais encore une fois, je roulais ma boule comme voyageur, comme étudiant de la vie, on va dire. Et j'ai écrit aussi, j'ai réalisé un film, donc je me suis mis à l'essai, à la réalisation. Mhm. J'ai obtenu un financement pour réaliser un film, un moyen métrage, Le Fantôme à Prague, une adaptation d'une pièce de théâtre de Kafka, puisque j'étais à Prague. Oui. Kafka est né à Prague. Euh, et donc j'ai exploré de manière un peu à tatillon, à essayer des choses. La réalisation m'a passionné, mais j'ai assez vite compris que c'était pas pour moi professionnellement, je voulais être au premier rang, au premier contact avec la mise en scène, mais que les enjeux, on va dire, économiques, les enjeux ne m'intéressaient pas, en fait, à savoir comment rentrer tout un scénario dans un plan de travail, comment respect. J'étais un peu à côté, j'étais trop rêveur pour ça, j'étais beaucoup trop Mhm. rêveur pour ça. Mais en même temps, j'avais besoin de m'ancrer dans quelque chose de concret et de solide. Et c'est quelques années plus tard, après avoir monté mon film à Montréal, donc je suis rentré à Montréal, D'accord. avec le montage du film à faire. Je suis retourné aux études, donc là, pour un master, un Master's of Arts, à l'Université de Montréal, fort de toute mon expérience à Prague et surtout avec en poche un entretien un entretien avec un grand réalisateur tchèque que j'ai rencontré à Prague et très difficile d'accès, on va dire, Jan Švankmajer. Jan Švankmajer est un grand monsieur dans le cinéma d'animation dans le monde entier et tous les cinéastes, on va dire, un peu surréels comme David Lynch, Terry Gilliam, Tim Burton, se réclament de Jan Švankmajer, dont Mhm. les courts-métrages ont gagné je ne sais pas combien de fois à Annecy, dont les longs-métrages aussi d'animation euh, nous font plonger dans un univers onirique, surréel, un peu noir et très drôle en même temps, complètement déjanté. Son adaptation d'Alice au Pays des Merveilles est une des plus belles, sinon la plus belle. Voilà, Jan Švankmajer, c'est quelqu'un que j'avais déjà découvert à McGill, et là j'avais eu la chance de rencontrer à Prague. Je reviens de Montréal avec un film à monter, avec cet entretien que j'avais fait avec lui sur le tournage de son dernier film, et on m'invite tout de suite à écrire sur lui, puisqu'on a publié l'entretien dans un magazine 24 Ah. images déjà, Mhm. et j'ai écrit un mémoire pour un peu développer, écrire un livre, et ensuite mon directeur de thèse
me l'a fait réécrire après pour que ça soit publié. Donc D'accord. j'ai publié deux éditions de livres sur Jan Schwankmajer. Et tout en faisant ça, j'ai monté mon film. Et je suis devenu assistant personnel sur des gros plateaux, là, pour faire la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, sur des grosses productions américaines. Alors, après 4 ans d'assistanat personnel pour des producteurs, dont les producteurs de Chicago, on a fait des très très beaux films ensemble, des grosses machines de guerre. Donc avec cette expérience de plateau, cette Europe qui me manquait, parce que j'avais vécu 4 ans quand même en Paris et Prague, l'envie d'être au plus proche de la mise en scène, j'avais réalisé un film, je ne voulais pas laisser tomber la réalisation, mais j'avais besoin de découvrir un autre métier. Mhm. Mais tout s'est mis en place, voilà, tout s'est mis en place avec la rencontre d'un réalisateur français, sa script, et l'Europe qui me rappelait. Donc ça n'a pas du tout été un parcours scolaire traditionnel. Ouais. Je n'ai pas suivi de... Alors, cette formation de la script en question, c'était une formation intensive de 3 semaines. C'était rien. Mais ce que Daniela m'a dit, c'est que, écoute, avec ton parcours, ton expérience en court-métrage, que j'avais fait quelques courts-métrages, le dernier à Prague était le plus gros, on va dire, ton envie d'être au plus proche de la mise en scène, et tu vas vite évoluer, on va dire. Donc ça a été le cas, Ouais. ça a été le cas comme ça, et puis voilà. Donc je suis arrivé en 2005 et j'ai commencé à travailler pour Laurent Firod sur 2 téléfilms, et j'ai ensuite poursuivi assez rapidement sur des projets soit bilingues, soit anglophones, sur des longs métrages de Julie Delpy, et pour ensuite poursuivre, soit dans le long métrage ou dans le téléfilm, en passant par Arte, tout ce qui était coproduction, ça m'intéressait beaucoup et ça venait un peu vers moi. Donc on a fait des belles choses pour Arte aussi, dans le docu-fiction d'envergure, on va dire, donc avec un réalisateur allemand, Jan Peter. Puis j'ai poursuivi sur plusieurs longs métrages et des séries. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire... il y avait The Good Place, il y avait Hannibal, il y avait toutes sortes de petits... des belles productions comme ça. Il y avait La Guerre des Mondes avec Léa Drucker et Gabriel Bern. Et après, bon, ça s'est poursuivi sur des séries, un tournage à Prague pour Amazon qui s'appelle The Thames. Ah oui. Qui est sorti avec Neil Schneider. Et puis des longs métrages, L'Abbé Pierre, qui est un projet qui va sortir en octobre. C'est vrai, j'en ai entendu parler. Ouais. Oui, que j'ai très très hâte de voir aussi, de Frédéric Tellier à la réalisation. Et un long métrage qui n'est pas sorti encore, sur la veuve Clicquot. Et là c'est intéressant, c'est un film américain, un film d'auteur américain. Je dis d'auteur parce que c'est un budget, disons, limité, mais avec des acteurs, formidables acteurs anglais et américains, pour raconter la vie de cette pionnière, de cette femme d'affaires du début du 19e siècle, sur fond de guerre napoléonienne, qui est la veuve Clicquot, qui a un peu changé la donne, on va dire, dans la production du champagne. Donc, on connaît son nom sur les étiquettes de champagne, mais il y a derrière cette étiquette une très très belle histoire. Donc on a fait ça l'année passée, ça va sortir courant 2023. Et puis tout dernièrement, sur Netflix, il y a une série qui vient de sortir, qui s'appelle Transatlantique. Ah, mais regarde, il y a 2 jours, elle regardait, donc bref, c'est rigolo. Ah ouais, non, c'est un très très beau projet, créé par la productrice scénariste Anna Winger, qui avait gagné quelques Golden Globes pour sa série Unorthodox, il y a quelques années. Je savais pas que c'était elle. C'est la même, oui, c'est Anna Winger. J'avais adoré Unorthodox. Oui, c'était assez puissant comme série. Et voilà, Transatlantique. Et actuellement, on est en tournage sur Kaiser Karl, une très belle série sur Karl Lagerfeld dans les années 70. Les 10 ans, le passage du prêt-à-porter vers la haute couture de Karl Lagerfeld. Voilà. Super, enfin c'est passionnant, je trouve. Mais en même temps, c'est
Enfin, Mais je ne m'attendais pas à être le seul garçon pendant 15 ans. Ouais. C'était à la fois ça, parce que quoi, au Canada, je pense qu'il doit y avoir un quart des scripts qui sont, ou peut-être un tiers, mais c'est quand même beaucoup plus Ouais. qu'en France. Quand je suis arrivé en France, il y avait un script, un monsieur qui était le seul script historique homme, Patrick Aubray, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui avait fait beaucoup de films dans les années 70, 80, qui a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Et ensuite, ben, je suis toujours le seul chef script à LSA, l'association qu'on a Ouais. évoquée tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis encore le seul script homme. Euh, Il y a d'autres scripts hommes qui sont sortis de la FEMIS d'ailleurs. Certains sont sortis de la FEMIS, mais voilà, qui pour l'instant ne s'affichent pas beaucoup, puisque à l'assaut, je suis encore le seul. Mais à l'association, on a intégré les assistants et les assistantes depuis quelques années. Il y a deux, voire trois maintenant assistants. Hmm. Euh, Sur 80, tu disais tout à l'heure, alors, nous étiez combien des assistants, je ne sais pas combien il y en a d'assistants, et ils sont deux ou trois garçons. Ouais. Et sur les 80 scripts, je suis le seul script chef. Oui. Donc j'attends j'attends de peut-être le seul, mais c'est pour dire comment c'est lent. Ouais, c'est long. C'est assez lent et long. Donc il y a eu ce travail, on va dire un combat, ce travail de, avec l'association, les scripts associés, euh, de, de faire mieux connaître le métier dans une envie de le dégenrer. Et ça s'est fait dans la longueur. On a beaucoup travaillé à ça de manière assez différente selon les années. Et voilà, je pense qu'on va en récolter un peu les fruits bientôt. Bah, je vais directement passer à une question que j'avais prévu de te poser plus tard, Vas-y. mais je trouve que ça s'y prête assez bien. Les scripts ont quand même une des plus grosses responsabilités sur un projet. C'est les gardiens et les gardiennes de la continuité, justement. Et enfin, leur travail donc, est assez primordial sur la bonne exécution d'un projet. Parce que sur le tournage même, comme tu disais, il y a une responsabilité. Avant le tournage, il y a aussi une responsabilité. Et il y a aussi la responsabilité du travail qui a été fait pendant le tournage et tout, pour la post-production. Et est-ce que tu trouves que c'est un métier qui est valorisé dans le milieu? Parce que, bah, en fait, tout le truc... Enfin, moi, c'est une réflexion que je me fais personnellement. Je sais pas du tout si c'est le cas. Je trouve que déjà, de base, c'est un métier qui est pas très connu. Je sais que sur les productions étudiantes, les trucs vraiment... on pense pas forcément à se dire « Ah, il faut quelqu'un pour faire... pour superviser la continuité, etc. » Donc déjà, il y a un peu ce truc de... On pense pas que ça soit un métier qui soit indispensable, entre guillemets, quand on débute. Et je me demandais s'il n'y avait pas justement cette considération un petit peu moindre de ce métier, parce que je crois qu'historiquement parlant, je suis pas sûre, mais je crois que les scripts à la base, c'était les femmes des réalisateurs qui étaient là un peu en tant que petite main pour épauler leur mari, et que du coup il y a peut-être un truc de d'ancrer dans les esprits de donc la script c'est la secrétaire, quoi, en gros. On l'appelait la secrétaire de plateau au départ, c'était la secrétaire de plateau Ouais. au départ. Avant qu'elle ait été l'épouse du réalisateur ou pas, je suis sûr que certaines l'étaient, je ne connais pas le chiffre. Non, je sais en pas, je termes pense de... que c'est une image oui, qu'on a un peu, non, mais... disons que c'est peut-être pas le cas forcément, je pense que... disons que c'était pas le fait d'être marié à un réalisateur qui en faisait la script. Non, C'était une oui. secrétaire de plateau à la base et à qui on demandait d'écrire les changements au scénario, de suivre l'évolution. C'était des sténos, parce qu'elles étaient formées à la sténographie. Donc elles étaient capables d'écrire, de taper très vite. Et sur les tournages, ça peut aller très vite. Et donc, comme voilà, cette responsabilité-là les a placées, on va dire, au plus proche du récit, puisque si... Voilà, il y a ce rapport sûrement entre création et sténographie quelque part, tu t'appuies sur l'avis de la personne qui rapporte. Donc il y a un travail au plus proche du scénario qui était au départ, qui faisait partie de ce poste qu'on appelait secrétaire de plateau. Voilà.
Euh, Après, ça a beaucoup évolué. Et je pense que c'est l'évolution du métier qu'on connaît mal, Ouais. en fait. Hmm. C'est le métier, tu as raison, il y a une méconnaissance du métier, mais plus précisément, je pense que c'est son évolution qu'on a mal suivie, Ouais. puisque ça, c'est pas une technique, disons, liée à l'image ou liée à la caméra, c'est pas un équipement qui s'est modernisé, comme les caméras ont pu se moderniser, comme on n'apporte pas une nouvelle technologie au travail. On Hmm. a évolué de manière, j'allais dire cérébrale, mais créative aussi. Notre contribution se place au cœur de la création, quelque Ouais. part. Là où il faut, là où les idées cessent d'être des choses abstraites et deviennent des choses concrètes, et que ces idées doivent être mises en image et doivent être mises en image montée après, dans des contraintes de temps, d'argent, eh ben, ce travail d'analyse, de synthèse, de cohérence, s'intègre à la création. Hmm. Et c'est cette partie-là, je pense, qui est la moins connue. Et par conséquent, elle est pas valorisée à sa juste valeur. Hmm. Et oui, je pense aussi que le fait que c'est un métier qui est resté à prédominance féminine très longtemps, et encore aujourd'hui, fait que la revalorisation de ses responsabilités est beaucoup plus lente. Hmm. Disons qu'on la prend pour acquise. Une femme dans un métier de soins, par exemple, dans un métier de conseil, dans l'humain, qui gagne en responsabilité, je pense qu'on va attribuer cette responsabilité grandissante à sa nature, on va dire. Ah oui. On va la lier au fait que, bien sûr, il y a quelque chose de maternel, quelque chose de conciliant, il y a quelque chose de... Tout ça, plutôt que de les lier à des réelles responsabilités concrètes avec des résultats, on va les attribuer à des qualités féminines. Ah d'accord. Et ces Hmm. qualités féminines n'ont pas de... Bon, ont une valeur abstraite, bien sûr, mais n'ont pas de valeur concrète Hmm. en termes de travail, de rémunération, bien sûr, et surtout d'échelonnage. C'est ça le plus difficile, je pense, dans ces métiers-là, on va dire, c'est qu'elles n'offrent pas les mêmes échelons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en évoluer, on ne Hmm. peut pas progresser comme dans d'autres métiers pour monter un échelon et Oui, devenir autre chose. c'est Voilà. vrai. C'est Hmm. un peu en soi. Et donc ça, on essaie de casser tout ça. Évidemment, on essaie d'être le plus pratique, pragmatique, et on a maintenant une étude qu'on est en train avec les scripts associés, de financer pour la mener à bout. Une étude qui va essayer de remettre à plat la valeur de ses responsabilités. Avec des chercheurs qui ne sont pas dans le milieu, on va mener cette étude avec des universitaires pour redonner une estimation à jour de ses responsabilités, en la comparant à d'autres postes à responsabilité égale, Mhm. à valeur égale de Ouais. responsabilité. Pas les mêmes responsabilités, mais voilà, et c'est un travail qui est un peu délicat, on va dire, mais qui est nécessaire, qui a bien réussi à d'autres métiers, aux infirmières au Québec. C'est un peu de là qu'est venue cette idée, cette approche, on va dire, sociologique, on va presque dire aussi, puisqu'au Québec, les infirmières, il y a 15 ans, ont réussi, le corps infirmier a réussi à redonner, à réévaluer la responsabilité de leurs tâches, par exemple en termes de pression, Ah. en termes de prise de décision. Est-ce qu'on passe ou pas par des intermédiaires avant de prendre une décision? Quels sont les échelons des responsabilités, en n'hésitant pas à les comparer à d'autres postes masculins à Mhm. niveau de responsabilité égale. Égal, ouais. Voilà. Hmm. Donc c'est un peu pour remettre de manière objective, voilà, le plus objectif possible, où on en est. Donc ça, c'est un projet de longue haleine qui avance très vite là maintenant, hein, au script associé, et qui rejoint ta question sur cette méconnaissance. Oui, elle est attribuable, je pense, en grande partie au fait que c'est un métier à prédominance féminine, mais que c'est pas impossible à changer. Mhm. C'est rigolo parce que ça fait pas très longtemps que j'évolue dans le milieu ni rien, mais je sais que je fais partie d'une génération de personnes qui essaient vraiment
bousculer un petit peu tous ces codes-là de tel métier c'est censé être plus masculin, tel métier c'est censé être plus féminin, et heureusement, mais de ce que j'en dis dans les échanges que j'ai, encore ce matin quand je discutais avec Camille, elle me disait que elle sentait qu'il y avait une sorte de différence de génération dans comment est-ce qu'on percevait les métiers, que elle, il y avait des femmes d'une génération différente dans le métier qui lui faisaient des remarques par rapport au fait qu'elle était dans le son mais qu'elle était une femme, et en fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas un plafond de verre mais un truc de différence vraiment de mentalité, et donc je trouve ça chouette que qu'il y ait des choses qui bougent, etc. Non, mais c'est un travail, on est toujours confronté à ces clichés, hein. C'est des clichés qui sont enracinés, et on parle des vieilles personnes, oui c'est vrai, mais je pense que de toute façon quand on arrive tous à un âge où peut-être qu'on travaille moins, on a pris sa retraite, et donc on a derrière soi l'expérience qu'on a, on s'enracine un peu aussi dans notre expérience passée pour se souvenir. Donc les clichés sont prennent prise, on va dire, à ce moment-là. Tenaces, donc deviennent tenaces aussi, puisque on est peut-être moins au courant de comment les choses changent, et que voilà, on veut être valorisé aussi pour ce qu'on a fait. Mais oui, c'est préjugés, c'est clichés, et puis si on veut même évoquer le sexisme sur les plateaux, qui peut être lié au job qu'on fait, et on peut se mériter quelques remarques sexistes sur notre choix de travail dans un milieu comme ça, comme dans l'audiovisuel, et ça, il faut s'y confronter, hein, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile, j'espère en tout cas, de remettre de recadrer les choses et de ne pas les laisser filer. Sur les plateaux, on a maintenant toujours un référent vers qui on peut se tourner pour une remarque, une blague salace, tu vois, parce qu'en fait, on est jeune, on reçoit ça peut marquer, ça peut marquer assez vite. Si on ne peut pas rebondir tout de suite, s'il faut accepter que c'est dans le silence qu'on doit accepter, alors là, et donc ça c'est un travail, je pense, qui est fait. Il faut pas que ça dure. Si ça marque, mais il faut rebondir tout de suite. Ce qui est particulier avec le son, et comme Perchman, c'est que le Perchman, même si son chef c'est l'ingénieur du son, ou l'ingénieur du son, le Perchman est un peu solitaire aussi. Il est un peu en atome, en orbite, c'est-à-dire c'est pas les grosses équipes d'électro. Et quelque part, ça les rend, et là je me considère aussi, le métier de script est assez solitaire aussi. On est un département tout seul, avec un assistant si on est chanceux, mais on n'a pas le soutien moral d'une équipe qui est là pour nous protéger. Et je souhaite aux équipes images et machinerie, électro, d'être complètement maintenant, d'avoir dépassé ces clichés-là. Mais ce qui fait que si tu es une fille machinerie, je préfère dire fille machino, tu vas être entouré. Tu reçois un commentaire de quelqu'un, heureusement pas de ton équipe, parce que sinon c'est pas une équipe, mais de l'extérieur, tu vas être protégé. On va aller monter au front pour toi, là, tu peux être sûr. Quand tu es perche woman, alors, c'est un peu la responsabilité de ton chef de le faire aussi, mais on n'a pas le même poids. On n'a pas le même poids auprès de la production, auprès des gens. Quand tu es script aussi, je veux dire, si tu reçois... tu vois, est-ce que tu vas compromettre ton lien avec un tel, est-ce que tu vas... C'est plus compliqué, c'est post-isolé, là, un peu plus isolé. Donc, non, ça prend du courage, mais il faut, quoi. Il faut. Est-ce que tu pourrais expliciter concrètement comment se déroule un projet pour toi ? Qu'est-ce que tu dois faire en fait en pré-production, en production, tu l'as un petit peu évoqué déjà aussi, mais voilà, quelles sont les tâches que tu Alors, en préparation, il y a le minutage à faire. On peut être amené à minuter un scénario bien avant le tournage, ça peut arriver.
Ou alors on le minute dès qu'on nous appelle pour un tournage, pour la Mhm. préparation du tournage. Donc tu minutes le scénario, tu estimes la durée à l'écran de chaque séquence, ce qui est un travail voilà, assez lent, assez délicat. Il faut le faire seul, il faut lire à voix haute les dialogues, il faut se mettre en espace, il faut imaginer l'espace de chaque décor. Ce travail-là peut aider en amont la production à réécrire un scénario Ah, pour le financer, s'il est ouais. trop cher, trop long, trop court. Donc ça peut être utile dès cette étape-là. Et l'équipe de tournage, quand le financement est fait et qu'on se prépare à tourner, ce minutage va servir à la mise en scène de valider son plan de travail. Combien Mhm. de temps prend chaque séquence à faire. C'est un peu en lien avec combien de temps dure chaque séquence Ouais. à tourner aussi. Mhm. Donc, et ce qui sort de ce minutage, il y a aussi des notes, des notes de lecture. Comme on est tellement dans le détail, tellement plongé dans le scénario, on ressort toutes sortes de notes et de commentaires sur la cohérence du récit, sur déjà la continuité, la cohérence, les parties plus lentes, plus, disons, redondantes. Donc il y a pas mal de notes éditoriales qu'on ajoute à ce Mhm. minutage, qui pour moi sont c'est ce qu'il y a de plus utile Ouais. et de plus intéressant aussi. Mhm. Donc voilà, minutage et notes de lecture. Voilà, et ensuite on va établir la continuité. On va créer un tableau qui va placer chaque séquence dans son temps narratif. Avant de parler de date, calendrier et d'heure, l'heure sur l'horloge, il faut établir sur quel jour se déroule une série de séquences. Mhm. Et quand on change de jour, combien de temps on laisse passer entre deux jours narratifs. Ça a des incidences importantes, Ouais. puisque ça peut faire évoluer d'une manière ou d'une autre, du maquillage au changement de costume, aux intentions de jeu aussi, puisque Mhm. un deuil ne se vit pas, par exemple, de la même manière si on le suit sur 3 jours étalé sur un an, Oui. ou si c'est sur 3 jours étalé sur 2 semaines. Voilà, et là aussi des notes accompagnent ce travail-là. Plus on creuse dans un scénario pour en faire le minutage ou la continuité, plus on se retrouve avec plein de notes utiles aux Mhm. scénaristes, aux réalisateurs, tout ça. Et ensuite, on va faire notre dépouillement, un peu comme les assistants mise en scène vont faire un dépouillement. Le dépouillement est plus exhaustif chez les assistants mise en scène, parce que les assistants à la mise en scène vont dépouiller tous les détails au niveau des accessoires, des décors, des véhicules, des figurants, tout ce dont on a besoin, tout ce qu'appelle le scénario, Mhm. dont le texte. Nous, on va faire un dépouillement des raccords. Il y a moins de choses, mais c'est plus ciblé. C'est-à-dire que euh, même si une séquence évoque un détail, hein, même si une séquence évoque une poupée dans la chambre d'un enfant dans une séquence, cette poupée peut se retrouver dans d'autres décors, même si le scénario ne le mentionne plus. Mhm. Et peut avoir évolué si cette poupée a été conservée comme telle ou si elle joue de manière importante dans l'histoire, il va falloir retracer le fil de chaque élément D'accord. important Mhm. et de les placer ou pas dans d'autres séquences. Voilà. Donc on fait un peu un dépouillement de raccords. Voilà. Et ça, c'est la partie, on va dire, à la maison. Ça, c'est la partie en préparation d'un film. C'est la partie chez soi, Mhm. qu'on peut aussi faire au bureau. Moi, j'aime bien travailler un peu chez moi, Mhm. le minutage en particulier, mais Mhm. le reste, j'aime bien aussi pas être trop loin de l'équipe Ouais. dans les bureaux. Mais c'est un travail, disons, solitaire. Et après, il y a tout l'aspect en préparation de travail d'équipe. Donc, on demande et on participe à plein de réunions. On participe à des réunions de post-production pour savoir comment on va travailler avec la post-production en tournage. On va faire des repérages. Ça, c'est essentiel pour moi. Mhm. Peut-être qu'on dit au script que ce n'est pas nécessaire de participer au repérage technique, mais pour moi, il est primordial d'accompagner tous les chefs de poste lors de ces repérages techniques parce que ça te permet de visualiser l'espace dans lequel tu vas travailler Mhm. après et de réviser ton minutage aussi. Parce qu'un minutage peut te sembler soudainement beaucoup trop court Mhm. quand tu découvres l'ampleur ou le contraire.
Ouais. d'un décor. Et encore plus important, c'est que c'est là où tu vas entendre évoquer pour la première fois les intentions du réalisateur ou de la réalisatrice qui fait partie de ces repérages. En parlant à son chef-op, en parlant à ses chefs de poste. Et là, il y a plein d'intentions premières qui vont être exprimées, qui vont être transmises, y compris des idées de plan. Hein. Déjà, ça dépend des réals, mais il y a des réals qui vont déjà prédécouper ça. Pour que tu puisses, le jour où tu tournes cette séquence du scénario, plus tard, ben, tu retrouves ces notes Ouais. et tu es à même de rappeler au réal les intentions qu'on avait au départ, qu'on peut être amené à oublier, qu'on peut être amené à... Et ça, c'est tellement important quand on a besoin de rattraper du temps perdu, de faire des choix difficiles. On ne peut pas tout faire, on n'a pas le temps, on a perdu notre décor. Quand il y a des choix difficiles à faire en cours de route, de se rappeler, ok, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui nous a donné envie au départ. C'est ça. Faisons pas le reste, faisons ça. Et ça, ces repérages techniques te donnent un peu une fenêtre là sur ces idées-là. Et en plus, après, il y a des répétitions avec les comédiens aussi. Donc, le travail de prépa avant le tournage, c'est quand même assez conséquent. Et après, tu as le tournage. Voilà. Et sur une journée de tournage type, tu avais commencé à en parler un petit peu au début, mais concrètement, en fait... supposons, voilà, il y a un plan qui se tourne. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là ? Donc, on est amené à décrire pour le montage le cadre, pour qu'on comprenne ce qui se passe dans le cadre. Il faut raconter, on va dire, en peu de mots, il faut pouvoir raconter un cadre. Voilà. Raconter un plan, c'est pas seulement le décrire, c'est qu'est-ce qui se passe dedans. En une phrase, il faut y mettre assez de détails visuels, mais aussi émotif. Donc on a une description de plan à faire. Et pendant le plan, on note dans le scénario les choses qu'on peut voir bouger. Des choses qui, au montage, vont faciliter le montage. Je commence au milieu du cadre, là où il y a une émotion, c'est souvent le comédien, là où le cadre s'est placé pour justement faire valoir une émotion, et de cette émotion, j'élargis le regard. Et comme je commence là où ça compte le plus, là où on raconte quelque chose dans l'émotion, et en élargissant de ça, je fais des choix. Je vois des choses qui sont importantes, plutôt que d'essayer de tous les englober. Et voilà, donc ça c'est le plan, tu écris beaucoup dans ton scénario, ce que tu trouves important, et tu suis les dialogues, évidemment. Quand il y a des oublis de texte, tu les notifies au réalisateur d'abord, et avec un peu de confiance, on te laisse aller voir le comédien. Ouais. Voilà. Et c'est un exercice assez sportif, parce que tu es le seul, il y a toute une équipe derrière la caméra qui regarde le cadre, derrière les moniteurs. Mais tu es le seul, en fait, je me suis rendu compte, qui n'a pas les yeux toujours rivés à l'écran. Toute l'équipe ne font que regarder l'écran. Toi, tu bascules du scénario à l'écran et tu dois regarder et voir les choses plus rapidement que les autres. Donc c'est un exercice à faire qui pas mal. Et voilà, et puis après, quand le plan est terminé, tu remplis, tu continues à écrire dans tes rapports, des rapports qui vont se retrouver à la post-production en fin de journée. Et en France, il y a aussi un rapport de production que tu remets à la production en fin de journée. Voilà. Tu as l'aspect un peu secrétarial qui est très ancré en France, beaucoup plus en France que dans d'autres pays, puisque ce travail logistique, mais c'est même plus que du travail logistique, c'est carrément du travail de ressources humaines. Les convocations, les heures sup, tout ce qui ne se relie pas du tout à ton travail à la mise en scène. Tout ce rapport-là... c'est toi qui le remplis et qui l'envoie en fin de journée, qui permet la comptabilité de payer les gens, en fait. Donc ça c'est intéressant, mais c'est tellement ancré que pour l'instant les gens sont pas capables, les productions sont pas capables d'évoluer au-dessus de ça, parce que c'est vraiment relié à l'aspect secrétarial du boulot, qui a évolué vers la mise en scène, mais on a du mal à lâcher et ce qui est un peu étonnant, puisque comme tu es sur le plateau, ça bouge dans tous les sens, le plateau. Bah oui. C'est juste les pires conditions imaginables pour remplir de manière posée et détaillée
toutes les infos nécessaires pour payer les gens. Bah oui, puis ça n'a rien à voir avec Ça n'a rien à le voir. métier Et alors finalement. finalement, tu as besoin de corriger. On te rappelle, c'est un peu c'est entendu, parce que c'est juste impossible. Et du coup, il y a une redondance dans le travail qui est juste, qui me dépasse un peu, où le lendemain, on te demande de corriger ton rapport, parce que tu as évidemment... Ouais. voilà. Donc ça, c'est assez... voilà. Et quand tu rentres chez toi, ben, tu prépares la journée du lendemain pour que tu aies les réponses à toutes les questions quand tu arrives le lendemain pour une nouvelle séquence. Et en fin de tournage, bah, tu renvoies le scénario à jour pour que le montage ait vraiment un scénario qui reflète ce qui a été tourné. Et du coup, une fois que les rapports, le scénario final, etc. sont envoyés en post-production, ton rôle s'arrête là. Après, tu n'as pas de... Est-ce que des fois, on te rappelle pour te redemander, je sais pas... Oui, on m'appelle de temps en temps, oui, après un tournage, du montage, pour me demander d'aider s'ils n'ont pas retrouvé, par exemple, un morceau de texte, une photo qui peut les aider. Il y a des choses comme ça que je peux faire pour aider le montage, et si je peux, j'aime bien passer au montage. Ouais. Passer au montage pour savoir comment vont les choses, pour aussi savoir comment mes notes ont été utiles pour améliorer ma prise de notes pour le prochain tournage. En quoi est-ce que le monteur trouvait les notes utiles? Qu'est-ce qu'il aimait? Qu'est-ce qu'il a trouvé intéressant dans les notes? Parce que ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, quand on termine un plan, quand on dit couper, j'écris l'appréciation de la prise. Ah oui, le plan a été décrit, évidemment, avant de tourner, mais une fois le plan fait, on en parle. Ou alors je récolte les commentaires du réal. Est-ce que ça a été bon? Est-ce qu'on la cercle ou pas? Mais pourquoi est-ce qu'on la cercle ou pourquoi est-ce qu'on la cercle pas? Qu'est-ce qu'on essaie d'améliorer dans ce plan? Pour que le monteur, en suivant les prises, comprenne d'une prise à l'autre ce qu'on est en train de chercher à faire. Ce qui fait que quand le réal le rejoint en salle de montage, lui a déjà avancé. Il a avancé dans la bonne direction. Parce que si en arrivant au montage, le réal constate que le monteur ou le montage ne correspond pas du tout à... il faut qu'il refasse, il faut qu'il défasse tout. Donc ces notes sont importantes pour un peu guider le pré-montage, on va dire. Très rapidement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire le même métier que toi? Il faut être rigoureux et patient. Autant aimer voir des films que de collaborer à en faire. Parce que c'est un des postes... unique sur un plateau où les échanges que tu auras sont autant techniques avec certaines parties de l'équipe que personnelles et voire même intellectuelles avec la mise en scène. Donc si on aime apporter beaucoup de soi, c'est un métier très intéressant parce qu'il est à la fois technique, comme le Xavier Dolan le disait, et à la fois on repose beaucoup sur ta sensibilité. Est-ce qu'il y a déjà des films ou des projets, peu importe, séries, sur lesquels tu travaillais et où tu avais du mal avec le scénario? T'aimais pas l'histoire et parce que je me dis que t'es tellement à travailler corps à corps avec le scénario en lui-même que ça doit être compliqué si on n'aime pas du tout l'histoire, les personnages, Alors franchement, si j'aime pas du tout l'histoire et les personnages à la lecture d'un projet, je ne le fais pas. Ouais. Je ne le fais pas. Alors il faut vraiment que ça soit de l'alimentaire. Mais franchement, si c'est à ce point alimentaire, je préfère choisir du vrai alimentaire, parce qu'il y a des choses à apprendre dans le métier aussi, sur des quotidiennes par exemple. Ouais. Il m'est arrivé à faire 2 sessions de Demain nous appartient, entre 2 gros tournages. On m'a appelé, j'ai dit oui, j'avais besoin de travailler, et du coup les scénarios ne m'intéressaient pas le moindrement, mais j'ai appris quand même pas mal de choses sur le tas, voilà. Donc tant qu'à faire de l'alimentaire, voilà, tu vois, dans la technique. Mais si c'est un projet de cœur que je trouve mal écrit, pas prêt, pas honnête, franchement, je pense après quelques années, je peux me permettre, ça c'est, voilà, quand on se lance, on n'a peut-être pas le même luxe, mais je peux me permettre de dire, je vais voir ce qui va venir après. Voilà, je laisse passer. Donc à ce point-là, ne pas aimer, non. Après, il y a des séquences qui peuvent être écrites ou souvent réécrites parce qu'on a des contraintes de temps, d'argent soudainement, et qui sont complètement pas... cohérente, on va dire, ou même bien écrite, et qu'on doit tourner, et ça c'est un dilemme, oui, c'est un dilemme, il faut bien le faire, il faut bien avancer dans le travail. Alors
on va passer à la partie un peu fun. Ah, ok. Le portrait filmois, comme je l'appelle. Ah oui. Première question, quel est ton film préféré? Ou en tout cas, un Oui, de oui, tes oui, films mon film préférés. préféré. Parce que je suppose qu'on a Écoute, beaucoup. il y a un film que je regarde depuis que je suis gamin qui répond à un autre film que je regarde aussi souvent qui est beaucoup plus connu. Et j'aime bien comment ces deux films se répondent en fait. Il y a le film Les Anges du Désir de Wim Wenders, un film en noir et blanc où se promènent des anges dans la population à Berlin qu'on ne voit pas et qui entendent la pensée des gens à côté d'eux, qui vont voilà, consoler, conseiller toute cette population pensante à voix haute. Et Mon nom est personne. Mon nom est personne que j'aime beaucoup aussi. C'est aussi un film d'ange gardien, on va dire, où il y a un cow-boy un peu inconnu qui s'appelle Personne, qui n'a pas de nom, qui va aider une légende de l'Ouest à terminer en beauté, terminer sur un... Voilà, qui va en faire une légende, on va dire. Donc j'aime bien les films comme ça, Ange Gardien, un peu... T'as des films de Coris Maki, comme par exemple Le Havre aussi. Le Havre, c'est un si beau film aussi. Donc c'est des films qui sont gracieux, qui sont doux, parce que c'est un métier aussi où pour raconter des histoires, il faut que tu fasses preuve d'empathie, beaucoup aussi. Là, je te parle de faire des films aussi. Donc c'est les films qui me touchent le plus. Des films où il y a cette écriture à la fois dans l'écoute et dans l'attention, où l'empathie des personnages prend presque une ampleur angélique, que j'aime beaucoup. Quel serait ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée? J'évoquais Coris Maki, je pense que c'est son univers, des laissés pour compte un peu angéliques, là, ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui m'a beaucoup... les films de Wim Wenders aussi. Mais sinon, évidemment, les frères Cohen, Alain Resnais, pour moi, dans les grands... pour le courage d'explorer des formes différentes, de s'amuser, de sa créativité, sa sensibilité. Alain Resnais, pour moi, c'est un grand réalisateur dont j'aime beaucoup, beaucoup les films. Ouais. Est-ce que tu aurais un genre cinématographique de prédilection? Alors, je pense que le genre qui revient le plus souvent chez moi, c'est le genre fantastique, en plus particulièrement les histoires habitées, on va dire. Alors, peut-être de fantômes, mais pas que. Parfois, les histoires de fantômes qui n'en sont pas finalement. Voilà, le film habité, le film fantastique, c'est sûr. C'est sûr. Parce que c'est dans le film fantastique, je pense, qu'on apprend à surmonter ses peurs. Voilà. Et de surmonter ses peurs, c'est de développer son empathie. Parce que tu ne peux pas dégager d'empathie, tu ne peux pas avoir d'empathie si tu n'as pas travaillé sur toi-même, si tu n'as pas surmonté tes propres peurs. Et finalement, ce sont les films les plus empathiques que je préfère avant tout. Là, je parlais de justement des films Wim Wenders, par exemple. Mais ça c'est parce que et le cinéma, et en particulier le cinéma fantastique, parfois même d'horreur, mais pas que, hein, c'est pas nécessairement là. T'amène à confronter tes peurs. Ça peut être la peur d'aimer, ça peut être la peur du noir, ça peut être la peur, toutes sortes de peurs. Et donc, voilà, donc pour moi, Alien et The Thing sont des films emblématiques, ou The Thing de John Carpenter et Alien. Bon, je les ai vus quand j'étais jeune, quand j'étais impressionnable, quand j'étais ado, mais c'est quand même des films qui continuent à m'enchanter. C'est marrant parce que maintenant qu'il y a plus de temps, j'en ai moins peur au premier degré que quand on les avait vus la première fois. Je leur ai donné quelque chose d'un peu plus poétique dans ma mémoire, on va dire. Mais tant mieux. Un film qui te fait pleurer? Des films sur le deuil qui sont beaux, comme The Visitor de Tom McCarthy. Il y a des films d'Alain Resnais aussi qui me font pleurer. Je t'aime, je t'aime. C'est drôle parce que les films qui me font pleurer, je pense que je les oublie assez rapidement. C'est drôle. C'est pas drôle, c'est triste peut-être. Un film qui t'a particulièrement marqué? Oh, je pense que Blade Runner, Mon nom est personne, ça c'est des films de jeunesse qui continuent à nous habiter très, très longtemps. J'aimerais pouvoir évoquer un peu de cinéma québécois parce qu'on connaît très mal le cinéma québécois, on connaît pratiquement pas le cinéma québécois. Léolo de Jean-Claude Lauzon,
Des films où la force de l'imagination est plus forte, où l'imaginaire est plus fort que tout, en fait. Et que parfois on a besoin de cette force imaginaire pour échapper à un amour étouffant, par exemple. C'est le cas de Léolo, qui sont des films très poétiques. Un film doudou, donc que tu regardes pour te réconforter quand ça va pas. Un film doudou. Un film un peu doudou que j'ai regardé souvent, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu, c'est Splash. Quand j'étais ado, j'étais tellement amoureux de Daryl Hannah, qui joue une sirène là, dans Splash. C'est un film de Ron Howard avec notre jeune Tom Hanks. Les films que je regarde qui sont doudous pour moi sont des films un peu fantastiques en fait. C'est là que je trouve mon réconfort en fait. C'est drôle. Les innocents, je le revois. Ce film voilà, d'une gouvernante un peu fêlée qui doit s'occuper de 2 enfants et qui croit voir des fantômes. Mais je sais pas, il y a quelque chose de complètement hypnotique dans ce film-là, cette capacité comme ça de nous transporter et de nous... C'est ces films-là que je trouve doudou, en fait. Je comprends bien. Le film que tu détestes mais que tout le monde adore. John Wick. Ah. Moi, j'ai jamais regardé, donc je peux pas dire, mais c'est vrai que tout le monde aime bien John Wick, j'ai l'impression. Et le dernier, apparemment, est très... alors, j'ai pas vu le dernier. Ouais. On m'a dit, écoute, tu vas peut-être te réconcilier avec les John Wick en allant voir le dernier. Donc, apparemment, il est très très bon. Bah, au bout de 4, bon. À l'inverse, le film que tu adores, mais que tout le monde déteste. Splash. Très bien. Et la dernière question, ce que tu considères être un très bon film de cinéma. Moi, j'évoquerais bien sûr les 7 samouraïs de Akira Kurosawa. Pour la manière de raconter. C'est quand même très innovateur de raconter une histoire et que c'est divertissant aussi, et que c'est cinématographiquement, c'est absolument sublime. Voilà. Rien de moins. Super. Rien de moins que les 7 samouraïs. Ça va. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, un film, une série, un livre, une exposition, quelque chose à recommander aux personnes qui nous écoutent? Dans mes livres récents que j'ai vraiment aimés, je suis retourné un peu dans la littérature québécoise. Si vous cherchez une poésie québécoise absolument sublime, et en même temps très sensuelle et très pudique aussi, quelque part. C'est pas lyrique, c'est pas du romantisme, c'est Gaspard Miron. Gaspard Miron est un de nos grands poètes québécois. Ok. L'homme rapaillé est un recueil de poèmes que je recommande. Bah écoute, merci beaucoup De rien. pour cette discussion passionnante. J'aurais bien aimé continuer encore des heures et des heures, mais... Ouais, j'espère que ça peut aller trop long. Personne qui va nous écouter au bout J'ai d'un pas moment. vu le temps passer, mais voilà. Voilà, merci beaucoup et puis à une prochaine fois peut-être. À une prochaine fois, avec plaisir. C'est terminé pour aujourd'hui. Alors je vous avais dit que c'était un épisode passionnant. Hein. Je crois que je l'ai répété plusieurs fois durant la conversation, de toute manière. En fait, ce que j'ai vraiment aimé dans cet échange, c'est d'avoir été face à quelqu'un qui, pour une fois, m'a montré que c'était pas obligatoire de s'éreinter à essayer d'atteindre un but ou le sommet d'une carrière ou quoi que ce soit du même genre avant une certaine date limite ou un âge limite. C'est un sujet qui est déjà revenu plusieurs fois dans ce podcast, cette course à vouloir le maximum le plus vite possible. Et à faire ça, on se met une pression sur les épaules, on se met dans des situations qui seront toujours décevantes parce qu'on a des attentes pratiquement toujours irréalistes. Et je crois que même quand on atteint le sommet rapidement, il y a toujours des déceptions parce que ça ressemble finalement jamais à ce qu'on a pu s'imaginer. C'est un peu les grandes espérances de Dickens, quoi. Bref, tout ça pour dire que moi, ça m'a vachement reboosté. Et depuis qu'on a eu cette discussion, j'ai vraiment reconsidéré ma manière de vivre mes rêves et mes envies. Et j'essaie d'être plus focalisée sur le chemin et toutes ces possibilités d'apprentissage et d'évolution plutôt que sur l'arrivée seule. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et je vous laisse sur ces belles paroles, pleines d'espoir.
Pour me filer un coup de main et aider la feuille de service à se faire connaître, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute, à vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes dès leur sortie, et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram @fds.podcast, sur Spotify dans la section questions-réponses ou encore dans les commentaires sur Apple Podcast. Je serais très curieuse d'avoir votre avis à vous sur cette réflexion que je viens de vous partager d'ailleurs. Je vous retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle invitée, qui est d'ailleurs une des premières personnes à m'avoir entre guillemets démarché pour venir parler de son métier ici. Et c'était une excellente idée, vous verrez. D'ailleurs, si jamais toi qui m'écoutes, tu exerces un métier dont on n'a pas encore parlé par ici et que tu as envie d'en discuter, n'hésite surtout pas à me contacter, je serai absolument ravie. C'est enfin réellement tout pour aujourd'hui et je vous dis à dans 2 semaines pour le nouvel épisode.